L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va voyager en Islande pour un voyage cinématographique, en Éthiopie pour un voyage humanitaire et dans toute l'Afrique pour un voyage imaginaire et poétique. Et pour parler de ces sujets, j'ai trois voyageurs à mes côtés. Hervé Doula, le vice-président de la fondation Children in the Cloud. Bonjour, bienvenue. Bonjour. En face de vous, Claude Andrieux, réalisateur d'un film qui sortira dans quelques jours à Grenoble. Bonjour Claude. Bonjour. Enfin, vous êtes Grenoble, le film va sortir un petit peu partout en France. Et puis troisième invité, Moïse Touré, metteur en scène. Bonjour Moïse. Bonjour. Et grand voyageur également. Même si vous avez travaillé dans de nombreux pays, Moïse, vous avez écrit une grande partie de votre histoire ici à Grenoble. Tout à fait, oui. Je me sens grenoblois, donc je suis arrivé très très jeune. Et j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai fait mes études. Et mon aventure théâtrale est liée à la ville. Je pense que je n'aurais pas fait du théâtre si je n'étais pas à Grenoble. Vous avez créé votre première compagnie en 1984, ça, dans le quartier de la Villeneuve à l'époque? Tout à fait, avec des amis. Et parce qu'aussi on voyait nos aînés faire du théâtre à la Maison de la Culture de Grenoble. Ariel Garcia Valdès, qui est un ami qui m'a beaucoup accompagné. Et avec Lavaudan. Georges Avaudan, voilà, qui était à l'époque le directeur de la MC2 et qui a pris des fonctions dans des grands théâtres parisiens. Voilà, nous avons travaillé ensemble au TNP, à l'Odéon, et on continue à des collaborations de temps en temps ensemble. Voilà, donc c'est tout ce monde-là qui a fait mon univers grenoblois. Et d'ailleurs, le cinéma, j'en ai fait un peu avec Aton, qui était un lieu de fabrication de caméras. Donc voilà, je suis un produit grenoblois, on peut dire. Et Aton, c'était une marque de caméras réputée dans le milieu qui était fabriquée à Grenoble. Réputé internationalement, c'était les meilleures caméras 16 et Super 16 de l'époque. Ouais, il a malheureusement fait faillite il y a quelques années parce que les technologies numériques a un peu cassé son marché, mais c'était très réputé dans le monde du cinéma. Alors ça, c'était les années 80. Les Inachevés, la compagnie que vous avez créée, existe toujours. Vous êtes Oui, voilà. Je pense que c'était aussi être fidèle à notre jeunesse, à notre réalité. Quand on a créé la compagnie, c'était vraiment un groupe de jeunes, de copains. Et il s'avère qu'on était 4 à la créer, même si on a agrandi le groupe. Aujourd'hui, je reste effectivement le directeur, mais avec l'idée de défendre une plateforme de création inventée avec d'autres. Voilà, j'ai cette responsabilité de continuer l'aventure, mais j'ai la mémoire de ce que j'ai vécu avec mes copains à l'origine de ce projet. Vous faites beaucoup de choses dans le milieu de la création culturelle, artistique, et vous présentez dans quelques jours votre dernier spectacle, 2147, et si l'Afrique disparaissait. Ça mêle du théâtre, de la musique et de la danse. Oui, je pense que le sujet sur cette thématique de la disparition de l'Afrique, elle vient pas. D'ailleurs, c'est la deuxième volet. Oui, vous aviez fait en 2005 voilà. une première. Il y a eu un premier volet il y a 10-12 ans. Et c'est vrai que le monde a changé. Moi aussi, j'ai changé. Je voulais un peu réfléchir encore, 12 ans après, à cette thématique de l'Afrique. Et là, effectivement, j'ai réuni à la fois de la musique, du théâtre, des textes d'auteurs, de la danse, pour pouvoir raconter cette idée imaginaire que j'ai de l'Afrique est réelle en même temps. Parce que sur le plateau, j'ai convié effectivement des artistes africains à me rejoindre et à travailler avec moi sur cette forme. Alors, 2147, cette date, elle n'est pas choisie au hasard. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que, en fait, c'est un rapport de l'ONU qui disait que l'Afrique devait attendre 2147 pour avoir une diminution de la pauvreté. À l'époque, quand j'avais lu ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Que des gens aient pris du temps, de l'énergie à réfléchir, même quand on ne sera plus là, dans 130 ans, 150 ans, de ce qu'on allait devenir, j'ai trouvé ça un peu trop. Alors j'ai pris ce rapport, j'ai été en Afrique, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, un peu partout, parler aux intellectuels en disant « Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?»
Et c'est de ça qu'est né le premier projet, 2147 l'Afrique, et aujourd'hui le deuxième projet, 2147 si l'Afrique disparaissait. Je crois que vous dites que l'Afrique représente 1% à peu près de l'économie mondiale. Oui, oui. Donc si elle disparaissait, ça n'empêcherait pas le monde de tourner, en tout cas d'un point de vue économique, mais il y a d'autres valeurs qui sont importantes dans ce continent. Moi je pense que si on prend simplement la valeur de l'humanité, en fait, en travaillant, je me suis rendu compte que toutes les questions que posait l'Afrique étaient aussi des interrogations sur le monde. Parce que l'Afrique est un peu comme une sorte de réservoir de nos interrogations, à la fois sur l'écologie, à la fois sur notre humanité, à la fois sur notre rapport au progrès, notre rapport à la tradition, à la transmission. Ça reste encore un continent, j'appelle ça nos archives émotionnelles. Voilà, l'Afrique contient nos archives émotionnelles et comment à la fois la préserver ou l'accompagner est aussi nos problèmes. Voilà, en tout cas, je me suis aperçu de ça très, très clairement, que le problème des Africains ne c'est pas simplement un problème des Africains, c'est un problème presque de l'humanité. On est un peu à un moment de transition et on sent bien que des choses peuvent se basculer, soit dans quelque chose, effectivement, qui profiterait à tout le monde, dans quelque chose aussi qui peut être aussi chaotique. Donc voilà, je pense que l'Afrique m'aide à réfléchir sur la condition de l'humanité, d'une certaine manière. Alors, vous signaliez que vous aviez fait appel à des artistes africains sur ce spectacle. Oui. Pas que. Il y a un homme blanc, on le voit sur ces images, Jean-Claude Galota, le chorégraphe. C'est un Africain aussi. C'est un Africain dans l'âme. C'est lui qui a pris en charge la partie chorégraphique du spectacle. Oui, et puis c'est depuis l'origine, en fait. Il y a 12 ans, on a fait ce voyage avec Jean-Claude. On a été en Afrique ensemble, on a été rencontrer les Africains, on a écouté les Africains. Donc voilà, c'est vraiment depuis l'origine, c'était d'aller avec Jean-Claude en Afrique et d'imaginer le projet ensemble. Donc voilà, on est tous les deux grenoblois, on a ce dialogue fraternel et ça s'est conclu par ce voyage en Afrique qui était magnifique il y a 12 ans. Et aujourd'hui, il était normal pour moi, légitime, qu'il soit avec moi pour faire cette deuxième volet du projet. Donc Jean-Claude Galota pour la partie danse, et puis je parlais de la musique importante également dans ce spectacle, et là vous vous appuyez aussi, j'avais envie de dire, sur une valeur sûre, Rokia Traoré, qui vient régulièrement dans la région. Là on a des images d'elle il y a un an au Festival des Tours de Babel. C'est une grande chanteuse malienne. Hein. Ouais, une très grande chanteuse et interprète aussi, parce que avec cette générosité, elle nous avait reçus à Bamako avec Jean-Claude à l'époque, chez elle à Bamako. Aujourd'hui, ce lieu qu'on avait vu, il y avait presque rien, un terrain vague, est devenu aujourd'hui une fondation magnifique où elle donne des concerts, elle enseigne, elle transmet. D'ailleurs, récemment, on a signé une convention Maison de la Culture de Grenoble et elle, quand elle est venue faire un concert à la Maison de la Culture. Donc voilà, c'est un lien aussi très très fort. Il y a 12 ans qu'on s'est rencontrés et je lui ai demandé aussi d'être présente avec moi dans ce dernier projet où elle a écrit la musique pour ce projet. Oui. Vous parliez de la transmission, vous avez créé l'Académie des savoirs et des pratiques partagées là aussi pour transmettre ce que vous avez appris. Je suis né quasi avec un maître de la transmission. Moi, quand j'avais 6-7 ans, j'avais un dialogue avec Amadou Hampâté-Bâ, qui est un des grands philosophes africains. J'ai eu cette chance de le rencontrer. Et tout le long de mon enfance, j'avais cette occasion de discuter. Je ne savais pas ce qu'il représentait à cet âge-là. Mais il m'a semblé qu'il m'avait, en tout cas, donné cette envie de la transmission dès l'âge de 6-7 ans. Donc voilà, il m'a semblé que dans mon parcours aujourd'hui, la question de la transmission, la question de comment on transmet, à qui on transmet, parce que transmettre, c'est de recevoir aussi. Quand on transmet, on reçoit. Donc voilà, cette dialectique, j'avais envie de le mettre en équation. Donc il y a à peu près 6-7 ans, une dizaine d'années que j'ai commencé à réfléchir, à dire que la compagnie m'avait aidé à grandir, mais en âge de maturité, il fallait poser les questions de la transmission en étudiant aussi les textes grecs, puisque la Grèce antique, qui a nourri le théâtre occidental, la question de la transmission était posée avec tous les grands auteurs de l'époque. Donc, revenir à la transmission, c'est revenir au sens même premier du théâtre. Voilà. Le théâtre naît avec la démocratie, naît avec l'agora, naît avec l'idée de la cité. Donc, l'idée de la cité, c'est aussi cette question de la transmission que la cité porte. Donc, pour moi, le théâtre qui commence à la Grèce antique, le lier avec l'Afrique
avec ses traditions, est très important pour moi. 2147, et si l'Afrique disparaissait, c'est donc à l'AMC2 du 22 au 25 janvier pour découvrir ce spectacle. Dans un siècle, on sera tous africains. Je ne sais pas si l'Afrique aura disparu, mais c'est une de vos théories de dire qu'on sera tous quelque part, pour ceux qui seront là dans un siècle, un peu africains. On l'est déjà. Moi, je crois qu'on est africain sans le savoir. On a des réactions, on a des émotions, on a des fois même des gestes qui sont africains. Mais il ne faut jamais oublier qu'on vient de là, d'une certaine manière. Et une filiation. Lucie, il y a 3 millions d'années, c'était le premier être humain retrouvé. Je pense qu'un chant de femme aujourd'hui, un revoir sur une gare de train, il y a quelque chose d'africain. C'est-à-dire, être africain, c'est juste revendiquer notre humanité. Ce n'est pas être noir ou blanc, c'est revendiquer le fait que nous sommes humains, profondément humains. C'est ça, une façon d'être africain. Eh bien, on va continuer à parler de l'Afrique et notamment de l'Éthiopie avec Hervé Doula, chef d'entreprise dans l'audiovisuel. Hervé, vous avez d'ailleurs participé au début de Télé-Grenoble il y a quelques années en tant que vidéaste. Aujourd'hui, vous vivez à Cessiné, vous êtes conseiller municipal d'ailleurs de cette ville. Et avec vous, on va partir en Éthiopie. Alors d'abord, petit cours, on parlait de la transmission, petit cours de géographie. L'Éthiopie, vous voyez, c'est tout à l'est, au sud-est de l'Afrique, un pays qui longe les côtes de la mer Rouge, notamment. Quand on évoque l'Éthiopie, l'Afrique, mais notamment l'Éthiopie, on a forcément en tête des images assez dures de famine, de terres arides, de lieux hostiles pour l'être humain. Et pourtant, quand on voit les images que vous nous avez rapportées, on n'a pas du tout l'impression d'être dans le même pays. Tout à fait. Alors c'est vrai que les famines des années 80 ont marqué les opinions publiques, ont marqué les esprits dans un grand élan de solidarité, mais qui a marqué durablement le pays qu'on perçoit injustement comme un pays aride, comme un pays hostile et de souffrance, alors qu'en réalité, à 80%, c'est un pays qui est extrêmement vert et comme on peut le voir sur les images, ça ressemble férocement à des paysages des préalpes du Jura, très humides, très vertes. Alors la zone aride existe, elle est au sud-est du pays, à proximité du Soudan, mais encore une fois, c'est une toute petite partie du pays qui a beaucoup souffert dans les années 80 et qui a beaucoup souffert parce que l'Éthiopie est un pays excessivement pauvre, chacun le sait, et que la solidarité nationale a eu beaucoup de mal à jouer, alors que le reste du pays, effectivement, vit dans des conditions bien moins difficiles. C'est un pays que vous avez découvert presque par hasard, j'ai envie de dire. Complètement. En novembre 2015, une agence de trekking à Libère m'a envoyé sur un trek dans un groupe de clients pour faire des photos et des vidéos destinées à illustrer leur catalogue en ligne de vente de séjour. Et en novembre 2015, donc, ils m'ont intégré dans un groupe de clients. Je me suis retrouvé dans la même tente, puisqu'on a fait du trekking dans le massif du Simienne, qui est au nord du pays, comme on l'a vu sur la carte. Je me suis retrouvé avec Éric Collet, le seul individuel du groupe avec qui j'ai partagé pendant 15 jours ma tente et puis les heures de trekking, des heures de déambulation, des heures propices à la réflexion et à l'échange. Et on a partagé avec Éric une sensibilité pour la beauté de ce pays. On voit que ces hauts plateaux qui sont quand même à 4000 mètres d'altitude, on est dans la zone tropicale, donc on n'a pas l'impression d'être à 4000 mètres, mais on y est bien. Je peux vous dire que du point de vue du souffle, on le sent, mais la végétation, par contre, les céréales, par exemple, poussent jusqu'à 4200 mètres d'altitude, comme ici. Et avec Éric, on a été à la fois sensible à la beauté de ces paysages, de ces montagnes, et à l'extrême dénuement de ces populations. On est dans la zone montagneuse éthiopienne, on est à 1000 km à peu près d'Addis Abeba, des grands centres urbains. Et je dirais qu'un peu comme partout, dans tous les pays du monde, les populations de montagne sont les plus pauvres des pays parce qu'elles sont non seulement à l'écart, que les conditions de vie sont difficiles. Et l'Éthiopie n'est pas une exception à la règle. Alors dans ce secteur, le parc national du Simienne, qui est un parc qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est reconnu pour sa biodiversité, sa beauté, dans le parc national du Simienne, les gens vivent, je dirais, comme il y a 200 ans, c'est-à-dire des sociétés construites sur l'agriculture vivrière, sur des pôles familiaux. Il n'y a pas de village à proprement parler. Ce qu'ils appellent un village, en fait, c'est un ensemble, une constellation de hameaux, de 3-4 huttes familiales, avec des terres cultivées autour. Les seuls qui ne sont pas agriculteurs, finalement, c'est les instituteurs et les prêtres.
Alors c'est un voyage qui vous a marqué au-delà de la beauté du paysage. Vous êtes revenu en France et vous avez décidé de vous mobiliser pour aider ces populations, notamment dans ces régions que vous avez traversées. Vous avez lancé une ONG qui s'appelle donc Children in the Cloud. C'était quoi l'idée derrière cette structure ? Alors l'idée, donc, dont le point de départ est cette sensibilité à la fois au pays et à ses habitants, l'idée c'était de venir en aide à ces populations qui manquent à peu près de tout, à commencer par, à leur venir en aide sur le registre de l'éducation. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, si on ne veut pas bouleverser les équilibres sociaux aussi locaux, environnementaux, si on veut instiller un processus de développement durable qui respecte la société, eh bien c'est sur l'éducation qu'il faut miser. Il y a un consensus sur cette question-là. Et quand on a discuté, puis rediscuté, puisque à l'issue de ce voyage, on y est retourné avec Eric 6 mois plus tard, quand notre envie s'est affirmée de faire quelque chose. On a donc créé une fondation qui est immatriculée en Suisse, puisqu'Éric est suisse, à Montreux. On peut dire que c'est une fondation franco-suisse. On a créé cette fondation pour financer la construction d'une école dans le village de Sona, sur le plateau de Sona, où il y a à peu près 8000 habitants, qui vivent donc disséminés à peu près entre 3500 et 4200 mètres d'altitude. Et cette fondation donc, a pour objectif de collecter des fonds et d'impulser un travail de construction de l'école avec un pilier éducatif, bien sûr, très important, une école pour 600 élèves, c'est-à-dire 12 salles de classe, une bibliothèque, des sanitaires, choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui, l'adduction d'eau, quelques panneaux solaires pour que les instituteurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Et puis, à côté de ce pilier éducatif, qui est le pilier principal, il y a un pilier communautaire aussi, puisqu'on a prévu la construction dans les locaux de l'école d'une salle communale destinée plutôt aux parents sur de nouvelles techniques agricoles, sur des actions sociales menées notamment par le Parc national du Cimienne sur le thème de l'égalité homme-femme, sur des thèmes sanitaires également. Et toujours sur le volet communautaire, un mini-dispensaire, puisque l'éloignement des centres urbains fait que l'accès aux soins est rigoureusement impossible pour ces populations-là, notamment sur les thématiques sur les naissances, les sages-femmes, mais aussi les premiers secours à des enfants qui se blessent dans les cours d'école, comme tous les enfants. Et on a prévu également donc, dans l'école un mini-dispensaire. Alors, un projet très complet, estimé à 300 000 €. Et vous avez été efficace puisque vous avez réussi à un premier tour de table, j'ai envie de dire, pour lancer concrètement ces chantiers. Alors, tout à fait. C'est en 3 ans de temps, 2 ans et demi de travail acharné pour mettre en place sous l'angle administratif le projet, créer la fondation en Suisse, créer son antenne à Addis Abeba, recruter 3 personnes sur place et bâtir un projet et aller taper aux portes. Soit du grand public, soit d'entreprises, soit de fondations spécialisées dans le financement de projets, pour réunir effectivement, sur la base d'un projet élaboré avec des entreprises et le ministère de l'Éducation nationale éthiopien, puisqu'on est tenu de respecter les normes de construction éthiopiennes, eh bien, à un projet chiffré à 300 000 € qu'on a présenté avec succès donc, auprès d'un certain nombre de personnes. Et puis j'ai réalisé, il y a 1 an et demi de cela, un documentaire de 26 minutes qui a été projeté pour la première fois au Festival du film alpin des Diablerets et qui ensuite a été projeté grâce au partenariat avec Alibert Trekking dans une multitude d'endroits, à Paris, à Lyon, à Genève, à Grenoble évidemment, et qui sont autant de soirées pendant lesquelles on a sensibilisé les gens et on a reçu beaucoup de dons de particuliers, y compris de ceux qui sont passés d'ailleurs par Sona, puisque c'est le nom du village, par l'Éthiopie dans le cadre de leur trekking et qui en ont entendu parler. Alors, on va terminer avec quelques images du chantier, puisqu'il est en cours actuellement. L'école devrait voir le jour dans quelques mois, mais vous n'avez pas voulu vous arrêter là. L'appel aux dons est toujours ouvert pour d'autres projets. Les besoins dans le pays, et plus particulièrement dans ces magnifiques montagnes du Cimienne, je suis sûr que ça parlera au cœur des Grenoblois, les besoins sont immenses. Cette école de Sona, elle est sur les rails, elle est bien partie. On voit ici que d'ici le mois de mai, eh bien, les 2 premiers bâtiments seront sortis de terre. D'ici 2020, la fin 2020, cette école de Sona sera terminée. Mais les besoins sont immenses et d'autres projets sont déjà sur les rails, soit pour les niveaux supérieurs
supérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école va les mener jusqu'à la fin du collège à peu près, et donc on travaille sur les niveaux supérieurs qui sont le lycée jusqu'à 18 ans, et puis sur d'autres secteurs de la zone périphérique du parc national du Cimienne où les besoins sont identiques. Donc, on ne relâche pas du tout notre effort, bien au contraire, on l'amplifie. On espère que cette première réalisation, d'ailleurs, nous aidera, puisqu'elle démontre un certain savoir-faire, en quelque sorte, en la matière. Il y a un site internet, Children in the Cloud, où on peut notamment s'informer sur le projet et vous aider. C'est défiscalisé en France à hauteur de 66%, les dons. Beaucoup plus intéressant qu'en Suisse, d'ailleurs. Donc oui. Voilà, si vous avez envie d'aider ce projet né en Isère et qui se réalise en Éthiopie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une dernière image de ce pays, ce sont ces animaux. Vous les reconnaissez, Claude ? C'est les bouquetins. C'est des bouquetins. Alors, sûr, ouais. Voilà, c'est les bouquetins d'Éthiopie. D'Éthiopie, oui. C'est pas les mêmes que chez nous, hein. Mais ça vient de la même grande famille. Bon, si Claude est calé en bouquetins, c'est qu'il a notamment réalisé il y a quelques années un film sur ces bouquetins-là. Ça, ce sont les nôtres. Hein. Exact, ça, c'est les miens. Voilà, ce sont les nôtres, on va dire, puisqu'ils sont dans le massif des écrins. Ouais. Notamment un documentaire qu'on avait eu le plaisir de diffuser également sur l'antenne de Télé-Grenoble. Ça fait une trentaine d'années que vous produisez des documentaires, notamment dans l'univers de la montagne. Et vous avez décidé de vous lancer dans votre premier long métrage, dans l'univers du cinéma, avec un film qui s'appelle Les éléphants perdus. Mais là, ce n'est pas des animaux que vous mettez en scène. Non, ce n'est pas du tout des animaux. En fait, le titre vient d'une des chansons de Jean-Claude Brumeau, une chanson qui fait partie du film. Et on est parti de l'idée, la chanson parle de gens qui sont un peu perdus dans leur tête, perdus psychologiquement, mais aussi perdus dans la vie de tous les jours. Et mes principaux interprètes du film sont perdus en Islande. Et à force, dans le montage, parce qu'au départ, le film ne devait pas s'appeler comme ça, c'était plutôt à la recherche de Björk, donc la chanteuse. Et puis finalement, je me suis dit, mais cette chanson de Jean-Claude colle tellement avec notre film qu'on va les appeler comme ça, les éléphants perdus. Alors Jean-Claude Brumeau, qui est un des membres des Barbarins Fourchus, une compagnie théâtrale, musicale bien connue à Grenoble. Je vous propose de regarder un petit extrait de votre film pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. On vient jusqu'ici pour rencontrer cette chanteuse et t'as pas son adresse. Björk, c'est une star internationale. Tout le monde doit la connaître ici. Tu vois des gens dans ce foutu désert? Faut aller vers la capitale. On va la trouver, cette maison. J'ai retiré un peu de fric pour le voyage. T'es sûr qu'on en aura assez? T'es comme les autres. T'es un con de prolo. Et ton fils aussi sera un con de prolo, comme toi. Ça suffit, on rentre à Paris. J'ai envie de marcher. On marche plus, on reste assis dans la voiture et on se tait. De toute façon, il pleut. Moi, j'aime bien la pluie. C'est pas compliqué, t'aimes tout ce qu'emmerde tout le monde, de toute façon. Les éléphants perdus. Björk n'apparaît pas forcément dans le film. Ça, il faut aller le voir pour le savoir. C'est un pays où vous êtes allé tourner sur place. Oui. C'est un pays qui se prête bien, qui est très cinématographique, notamment au niveau des paysages. Oui, c'est le besoin que j'ai toujours des grands espaces, de la montagne, de la mer. Tous les grands éléments m'ont toujours touché. Les documentaires que j'ai faits ont toujours été liés avec la nature et je ne pouvais pas faire un film d'appartement. Donc il y a un moment donné, il fallait se décider pour tourner quelque part et j'avais été il y a de nombreuses années en arrière en Islande et quand j'y suis retourné pour faire un premier repérage, je me suis aperçu que rien n'avait bougé, si ce n'est que la capitale avait grandi, mais les paysages étaient toujours là. La route principale, il n'y en a qu'une qui fait le tour de l'île, est toujours là et je me suis dit, c'est là qu'il faut tourner, voilà. C'est pour ça qu'on est parti là-bas. Puis pour trouver Björk, on a plus de chances de la trouver en Islande, puisque c'est la grande star de la chanson islandaise et internationale. Tourner sur place dans un pays étranger, ça demande un petit peu de logistique. Comment vous êtes organisé ? C'était un petit peu compliqué. En même temps, on était une petite équipe, donc c'était assez souple. Le premier problème en Islande, c'est le logement.
Alors, il a fallu qu'on tourne hors saison touristique pour pouvoir trouver des logements pour toute l'équipe. Et puis ensuite, on avait besoin, comme on le voit ou on le verra après, on avait besoin de lieux typiques de l'Islande, c'est-à-dire de la glace. Alors on la voit bien. Voilà, de la glace, de la mer, de la montagne. Et donc, on tentait de ne pas avoir trop de voitures à faire tous les jours, de trajets pour pouvoir tourner. Bon, un film, on va dire, islandais, isérois, qui sera sur les salles, dans les salles de cinéma à partir du 30 janvier, donc dans quelques jours. À Grenoble, il sortira au cinéma Le Club. Au Club, il sera au Club. Si vous voulez prendre l'air et voir l'Islande, pour ceux qui y ont déjà été, ça leur rappellera des souvenirs. Et pour ceux qui n'y ont jamais été, ça leur fera découvrir un pays qui est magnifique. Bon, Les éléphants perdus, premier film, premier long métrage de Claude Andrieux. On ne sait pas si vous avez finalement rencontré Björk ou pas. C'est dommage parce que vous auriez peut-être pu lui demander si elle aimait les Boom Boom Boys. Je ne sais pas si ça fait partie de ses goûts musicaux à Björk. Je sais pas. Les Boom Boom Boys, oui. Ah oui, vous avez ça aussi. Ah bah oui, c'est vous là. Hein. Ah oui, c'est moi, oui. Vous portez bien la cravate. Oui. Oui, j'ai arrêté depuis 3 ans le groupe, mais mais la magie de l'image, c'est que ça perdure. Ouais, je suis auteur-compositeur, voilà. Donc effectivement, vous avez gardé. Ouais. J'étais plus jeune, non? Oh, pas tant que ça. Vous aviez la cravate, c'était un autre style. Mais bon, c'est pas le même style de musique que Björk, mais ça s'écoute bien. Je voudrais signaler qu'en bande son de mon film, de notre film, parce qu'on est plusieurs à l'avoir fait en tout, j'en suis que le chef, mais sans une équipe, on peut rien faire. La bande son, il y a les Boom Boom Boys, il y a Jean-Claude Brumeau, il y a Ashburn, il y a Bikini Machine. Donc de la musique iséroise. Iséroise et en partie, voilà. Et beaucoup de rock indépendant. Voilà, c'est mon univers aussi. Eh bien, très bien, bonne chance en tout cas aux éléphants perdus, donc à partir du 30 janvier au Club, notamment ici à Grenoble. Du 22 au 25 janvier, c'est le spectacle de Moïse Touré à la MC2 2147 et si l'Afrique disparaissait. Et puis en Afrique, il y a les écoles qui poussent grâce à l'ONG d'Hervé Doula. Vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le web. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci. Merci beaucoup. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.